pour l'ensemble des populations, pour l'ensemble des peuples. Bon, voilà en gros ce que je peux dire brièvement sur la personnalité dont nous sommes en train de parler, pourquoi il est devenu une icône bon, pour le peuple togolais et pourquoi il est nécessaire que nous prenions exemple de lui, que nous montrions et nous apprenions à la jeune génération ce qu'il a été, ce qu'il a fait, pour que nous puissions nous en inspirer pour notre combat d'aujourd'hui. Parlons de Je ce m'en qu'il a arrête là fait. pour l'instant. Parlons de ce qu'il a fait, de sa vision. Faut Claude, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bon, sur ce qu'il a fait et sa vision, c'est ce que j'ai un peu brossé brièvement tout à l'heure, à savoir que dans le combat pour la conquête de l'indépendance nationale, il a compris très tôt que il fallait que les nationaux togolais, africains, puissent prendre en main leur destinée, construire leur pays, récupérer leurs richesses et leurs biens et les gérer pour le compte de leur population et pour le bonheur de leur population. Bon, je le dis d'autant plus facilement que, en réalité, je l'ai indiqué tout à l'heure, il était le directeur d'une des plus grandes filiales multinationales dans nos pays, après avoir travaillé à la maison mère à Londres, puisqu'il a travaillé au siège du groupe Unilever à Londres, juste à la sortie de ses études universitaires, avant qu'il ne soit envoyé dans un premier temps à Lagos, au Nigeria, comme manager adjoint, ensuite au Ghana, avant d'être affecté au Togo, où effectivement il a pris la direction de la filiale Unilever nationale. Donc il a pu voir à ces différents niveaux les richesses qu'il y avait en Afrique et comment ces richesses-là étaient pillées, donc la nécessité pour les Africains de s'approprier leurs propres richesses et leurs propres moyens pour le tourner vers, disons, la gestion de leur pays, son développement, l'amélioration des conditions de vie des populations, au cœur du fonctionnement d'une multinationale. Vous pouvez voir comment les millions partaient de nos pays vers l'Europe pour faire le bonheur des pays européens, de leurs firmes, etc., etc. Or, il y avait une classe bourgeoise dont il faisait partie, et ça il faut le reconnaître directement. Olympio était issu d'une grande famille de notables, bon, qui s'est enrichi, bon, par le développement du commerce, des affaires, ayant des grands-parents qui sont venus du Brésil, s'installer au Togo, l'histoire de l'installation des factoreries, le commerce, le développement des champs de copra, cacao sur la côte. Bon, depuis Agoué jusqu'à Nero, Agoué-de-l'Enfort, etc. et tout, et donc les échanges avec les pays d'Europe. Et donc c'était une famille aisée, nantie, comme beaucoup d'autres, comme les Souza et comme bien d'autres, qui avaient déjà en tant que bourgeoisie nationale conscience de leurs intérêts en tant que classe et voyant à partir de là qu'ils pouvaient jouer un rôle indépendant dans les relations internationales, c'est-à-dire se présenter en acteur discutant et négociant à pied d'égalité avec les grandes puissances, les pays étrangers, etc. Et c'est une première forme d'éveil de la conscience nationale, ça. Dans beaucoup de pays, ça s'est passé de cette manière. La classe qui a été la plus éclairée, la plus éveillée, la plus consciente de ses intérêts a toujours été celle qui a pris le devant des luttes pour l'émancipation des peuples. Et c'est ce que généralement en politique, on appelle la question nationale, c'est-à-dire celle de la rupture avec la domination étrangère pour que les nationaux eux-mêmes gèrent leurs propres biens au profit de leurs propres intérêts. Donc, c'est ce qu'il a fait et en le faisant, mais il est entré directement en confrontation avec les puissances étrangères parce que on n'avait en aucun cas
envie de laisser un national, mais s'émanciper de la sorte et venir discuter à égalité avec des Européens. Bon, d'autant plus que même si ceux-ci pouvaient comprendre que, ayant fait le parcours de leurs écoles, de leur société, etc., bon, il avait toute qualité hein, pour pouvoir gérer un pays, mais le pillage colonial de l'Afrique ne pouvait pas permettre qu'on remette à ce moment-là dans les mains d'un citoyen national, eh bien, la gestion d'un pays, parce que ce serait donner le mauvais exemple à tous les autres peuples qui, à partir de là, travailleraient à balayer la puissance étrangère. Ceci dans un contexte surtout où, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui est la période où le nationalisme togolais a émergé à partir de 1945-46, les grandes puissances étrangères, en particulier celles qui sont sorties totalement détruites, hein, exsangues de la Deuxième Guerre mondiale, mais avaient besoin du pillage colonial de l'Afrique pour se reconstruire. Songez à un pays comme la France, mais qui a été complètement dévasté par la guerre. Je rappelle une petite anecdote ici. Ce n'est non seulement les bombes que les bombardiers allemands déversaient sur la France qui ont détruit les infrastructures industrielles et de production de l'État français, mais à la fin de la guerre, les Américains eux-mêmes, en venant soi-disant libérer l'Europe, mais faisaient tout pour détruire les infrastructures des pays d'Europe de manière à ce que après la guerre, ils puissent avoir la main mise sur la reconstruction de l'Europe. Et le plan Marshall, entre autres, a été un des éléments qui a permis d'endetter les pays d'Europe et de les soumettre au paiement d'une dette pendant des années, des années, des années. Et donc, songez à partir de là qu'un État sorti très affaibli de la guerre, comme la France et aussi la Grande-Bretagne, puisque tous deux avaient partie liée pour empêcher que les nationalistes togolais, c'est-à-dire du Togo français et du Togo britannique, puissent obtenir gain de cause. Et donc, n'ayant aucune envie de laisser le pillage de nos territoires, mais il n'allait pas permettre, bien évidemment, à Olympio de développer librement son combat. Jusqu'à ce que, en 1954, il soit déchu de ses droits civiques pour ne plus être candidat à aucune élection jusqu'en 1958. Hein, bon, ça a été la réalité. Donc, vous voyez à partir de là l'acharnement que les grandes puissances européennes ont eu contre l'individu. Et je signale aussi que, à un moment critique au début de son engagement politique, il lui avait été proposé, alors qu'il était encore dirigeant, manager de la firme togolaise de la groupe Unilever, d'être affecté à Londres, au siège de la compagnie. Hein, bon, on lui a même proposé d'aller faire une croisière à un moment où une conférence très importante devait se tenir à Paris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné de toutes ses fonctions parce qu'il a compris à partir de là qu'on allait utiliser ses positions professionnelles pour l'empêcher de jouer son rôle de dirigeant politique, de dirigeant nationaliste. Donc, c'est un homme de sacrifice. Il s'est sacrifié, hein, bon, Un il a homme de sacrifié sa sacrifice. Un homme carrière de sacrifice. Un et grand mot, pour ça. finir, il a sacrifié sa vie hein, pour le combat hein, bon, qu'il n'a cessé de mener hein, pour la libération du Togo et de l'Afrique. Hein, je l'indiquerai tout à l'heure parce que il avait été de ceux qui ont été pressentis à l'origine hein, pour rédiger la charte de l'OUA. Hein, bon, il était en train de faire le travail d'ailleurs, hein, quand il a été frappé, quand il a été assassiné. Bon, je ne sais Bon, pas bon, si j'ai répondu entièrement à la question. Il y a tellement d'exemples que je peux citer encore, mais je pense que cela Claude, suffit pour montrer la Claude, vous avez, personnalité.